Bien. Troisième et dernière séance. Donc là, je vais juste reprendre un tout petit peu la définition de la partie calcul d'état excité pour pouvoir continuer là où nous étions arrêtés, c'est-à-dire en fait quel outil nous allons utiliser pour pouvoir discuter d'une transition électronique quand elle est complexe. Donc en TD-DFT ou en TDR-Trifoc, on a un électron qui passe un état excité. Ce qui se passe, par contre, et nous en avions discuté à la fin du cours, c'est que c'est pas forcément toujours une flèche. En réalité, comme les électrons s'adaptent, quand il arrive à un endroit donné qui est son excitation, ça ne s'écrit pas tout le temps comme une seule orbitale de l'état fondamental. Donc il va y avoir comme une combinaison linéaire de transitions pour expliquer une seule excitation monoélectronique. Premier point clé important, les noyaux ne bougent pas. Donc on est sur une approximation verticale, c'est-à-dire vraiment comme du Frank Condon. Si vous avez des preuves que l'excitation, ou enfin ce que vous recherchez, c'est pas une transition verticale, la TD-DFT risque de dire des choses qui ne marchent pas bien. 2. Quand on va avoir une séparation en fait entre l'état fondamental et l'état final, c'est-à-dire en gros quand la fonction d'onde initiale et la fonction d'onde finale, elles se recouvrent très peu, il y a peu de points communs entre les deux. Donc en gros un transfert électronique à longue distance par exemple, eh bien ça, on est à la limite de ce qui devrait pouvoir être décrit par une seule configuration électronique, d'où la DFT normalement atteint ses limites. 2. Si ta fonctionnelle elle est inadaptée, parce que tu as une fonctionnelle qui est spécialisée pour les métaux de transition, parce que, etc., ben, tu auras les limites de ta fonctionnelle. Et si ton jeu de fonctions de base est très sobre, par exemple là, Louis et Alexis qui avaient une 321G, 321G c'est vrai le minimum possible. Ça veut dire que probablement il n'y aura pas assez de polarisation et de diffusion pour bien représenter des transitions électroniques où l'électron se déplace. D'où on fait bien attention. On avait parlé que la réorganisation électronique était instantanée et on avait donc regardé la règle en fait de sélection qui lie la fonction d'onde initiale, la fonction d'onde finale qui doivent se recouvrir, mais aussi un moment électrique de transition, un dipôle électrique de transition, et on doit voir apparaître une forme de moment dipolaire. Alors l'année dernière, ceux qui avaient fait la L3 avec moi, je leur avais expliqué que ça, c'est la même règle pour la spectroscopie infrarouge, et en fait, quand deux vibrations vibrent ensemble de façon synchrone, par exemple dans CO2, les moments dipolaires en fait de chaque liaison s'annulent. Donc il n'y a pas de moment dipolaire de transition. Et pour certaines raisons, pour ce genre de raisons, par exemple, des transitions électroniques où l'électron en fait se déplace dans deux directions opposées, ça peut correspondre à une transition presque silencieuse. Au contraire, quand il y a un bon recouvrement et qu'il y a un déplacement, un transfert, la création d'un moment dipolaire de transition, là on a tout ce qu'il faut pour avoir une intégrale forte et en fait donc une forte absorbance. Quand on fait les calculs, on a une longueur d'onde d'excitation et pour passer à une forme de courbe, on peut utiliser plusieurs approximations. Ou alors on fait le calcul des niveaux vibrationnels de l'état fondamental, de l'état excité, et on calcule en fait les couplages entre les deux. Et ça c'est très très long, très très coûteux. L'approximation la plus simple, c'est d'utiliser un élargissement sous bande de gaussienne, c'est-à-dire qu'en fait à chaque excitation, on va considérer une bande gaussienne. Ça marche plutôt très bien sur l'orga, par exemple. Mais attention, ça ne donne aucune information sur la structure fine. Alors, pour la DFT, quand entre la fonction d'onde initiale, par exemple la HOMO et la LUMO plus 3, il y a moins de 30%,
Et ici, là, c'est 80% de recouvrement. Donc si c'est en dessous de 30%, la DFT dit bof. Alors vous n'avez pas toujours accès à ça, à ce paramètre-là de recouvrement. Il peut se calculer, mais de manière générale, au doigt mouillé, c'est-à-dire rien qu'en regardant, si tu vois qu'il y a assez peu de recouvrement, il faut s'attendre à des performances en précision qui s'éloignent. C'est-à-dire que l'incertitude en fait sur les longueurs d'onde ne sera pas la même en fonction du type de bande. Puisque physiquement, il ne se passe pas la même chose. Donc là, on avait regardé... Monsieur, Oui. ça veut dire que plus notre recouvrement est faible, moins on sera précis Oui. sur la diapo juste avant. Oui. Ok. Alors, le pire, c'est que sur certains cas, tu peux tomber sur des cas où le calcul est bon. C'est-à-dire, le calcul correspond à ce que tu attendais, on va dire. Et parce que dans des systèmes, dans des calculs comme ça approchés, tu peux avoir des compensations d'erreurs. C'est-à-dire que par exemple, tu as une fonctionnelle qui fait une certaine erreur et des jeux de fonctions de base qui font une certaine erreur. Mais en plus, comme tu as un transfert de charge important, tu vas avoir une autre erreur. Et en fait, ces erreurs-là ne sont pas toujours dans le même signe. Et ça, c'est assez perturbant. C'est que parfois, un niveau de théorie qui n'est pas extraordinaire donne de bons résultats. Enfin, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il reproduit des données expérimentales. Quand tu as ce genre de choses, il faut quand même y aller, voilà, prendre des pincettes. Ça voudrait dire potentiellement qu'il y a un peu de chance. Okay, ce sont des calculs approchés. Là, ici, vous voyez, on est pas mal. Je veux dire, là, cette bande-là, elle ressemble à cette bande-là. Cette bande-là, elle est là. Les hauteurs ne sont pas parfaites. Hein, moi, la mienne, elle est plus fine. Expérimentalement, elle est plus large. Mais on se doute que ça correspond à ça. Et ce qu'il y a là, c'est probablement ce qu'il y a là-dedans. Je ne vais pas regarder au centimètre moins 1 près si c'est bon ou pas. Donc n'allez pas dire « Oh là là, c'est 10 nanomètres de différence, c'est pas bon ». Surtout, là par exemple, faites bien attention hein, quand vous allez calculer, quand vous allez présenter à l'oral, de bien aller revérifier quels sont les fonctionnels et les jeux de fonctions de base que vous avez utilisés. Et vérifier aussi si c'est celle que vous vouliez. Et de prendre en compte à l'oral, quand vous allez expliciter les résultats, d'essayer de se demander, se poser la question, est-ce que c'est normal que j'ai bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que mon niveau de théorie est adapté? Quand on regarde le moment dipolaire de transition, plus le moment dipolaire est fort, plus en fait la bande est forte. Alors là, il s'avère que la bande qui a le meilleur recouvrement a aussi le meilleur moment dipolaire. C'est-à-dire qu'en réalité, en fait, on voit une réorganisation électronique dans les mêmes zones que l'espace d'avant, mais comme il casse la symétrie gauche vers la droite, on a un effet trou à droite et électron excité à gauche, dans une zone où l'électron existait déjà avant, mais il s'est réorganisé, et ça, c'est une bande qui est très intense. Alors, Jorge, si tu peux couper ton micro, s'il te plaît. Alors, nous avons terminé la deuxième séance en discutant d'une transition un peu complexe. Donc là, il s'agit d'un système où vous avez, je vous présente maintenant un peu les courbes, oscillator strength, c'est la force de l'oscillateur, et en fait, c'est la probabilité de transition. Si vous avez donc des calculs où la force est de 0, cette transition est formellement interdite en mécanique quantique. Ça peut être par symétrie, ça veut dire que par symétrie, il n'y a pas de recouvrement, donc 0 recouvrement, rien du tout.
Ou alors le moment dipolaire s'annule, et dans ce cas-là, par symétrie, c'est aussi nul. Nous avons après des valeurs à 0,04, 0,13, 0,26. Si vous considérez que ça c'est une probabilité entre 0 et 1, vous voyez bien que 4%, 13% et 26%, d'accord, on voit bien que c'est ces deux-là qui prédominent très nettement sur la première partie, et puis après celle-ci. Donc là ici, on a quelque chose là qui commence doucement, puis on a la première bande, c'est celle-ci, et la grande bande, ben, ce sont ces deux-là, là, par exemple. Puis après, il n'y a pas grand-chose, il doit y avoir ici une petite patate et ça. Ça, si on considère quelque chose en forme gaussienne, chaque pic devient une gaussienne, et après on fait la somme de tout. Donc vous voyez bien ici par exemple que pour là, la première en fait c'est la queue de cette gaussienne là. On a l'impression que là il n'y a qu'une seule transition électronique, alors qu'en réalité il y en a 1, 2, 3, 4, 5, un petit peu intense, principalement 2. Donc là ici en fonction de comment elles se répartissent, on en voit 2. D'où expérimentalement là le décrochage ici, eh ben, en fait c'est probablement les 2 transitions. C'est pas une structure fine. C'est juste que là, en fonction de la largeur à mi-hauteur de la gaussienne que tu as mis, tu verras des fois des épaulements ou pas. Là ici, ce soubresaut, on ne le voit pas expérimentalement. Et puis là ici, on arrive dans les limites de ce que le solvant permet en absorbance. Et ça s'écroule, donc on ne sait pas si on est, voilà, à quel point on est loin du maximum ici par rapport à ce qui est mesuré théoriquement. Donc là, moi j'étais plutôt pas mécontent. La première bande, la HOMO-LUMO, elle est silencieuse. Donc moi, les bandes qui m'intéressaient à comprendre, c'était celle-ci. On avait HOMO-1 LUMO et HOMO-LUMO plus 2. C'est-à-dire que déjà, la première, c'est une combinaison des deux. C'est-à-dire que l'électron, il part d'un mélange qui était HOMO, HOMO-1, et il arrive dans un mélange qui est LUMO, LUMO plus 2. Et la bande la plus intense, eh ben en fait, c'était un jeu un billard à 3 bandes. C'est-à-dire qu'en fait, on avait un tiers de HOMO-1 LUMO, 40% de HOMO LUMO plus 2 et 12% de HOMO LUMO plus 7. Comme en plus elles n'ont pas tout à fait les mêmes natures, c'est-à-dire que là, la HOMO c'est une pi, la HOMO-1 c'est une pi piétoile mais un peu ailleurs, on imagine que quand on fait le mélange, ça veut dire que l'électron qui part, en fait il était sur l'ensemble du système pi, pas que au centre, pas que à l'extérieur, et en fait il a inventé un peu, on va dire, un nouvel électron qui va s'exciter, qui part de tout le système pi, pour arriver sur un truc qui est plus centré pi piétoile, et notamment une grosse pi étoile au centre là, mais aussi ici, et une zone un petit peu sigma étoile. C'est-à-dire que en fait l'électron il va un peu changer de système, une forme de cuvette, ça c'est. Donc là, il faut être particulièrement brillant pour pouvoir faire le pour et le contre, surtout quand les pourcentages sont équilibrés. C'est-à-dire que là, on pourrait dire, allez, bon, la LUMO plus 7, je ne la regarde pas, elle fait 12%. Mais ce n'est pas entièrement satisfaisant. Alors, comment on peut faire? Bon, déjà d'une part, on vous a souvent appris la pipi étoile, ça marche parfois. Là ici, quand on a un système un peu avec un transfert de charge, donc là ici, vos camarades qui veulent faire le PDI, sauf que le PDI, quand on va changer le substituant sur l'azote, c'est pas vraiment un système à transfert de charge. On va probablement avoir des combinaisons pas comme ça, pas aussi marquées, où on a la HOMO d'un côté et la LUMO de l'autre côté, mais aussi, en plus, il va y avoir peut-être par symétrie des combinaisons HOMO, HOMO-1, qui sont dégénérées dans un système pi complexe comme ça, etc. Donc là, on a besoin de quelque chose d'intéressant. Dans les outils diagnostiques, donc on a parlé du recouvrement, on va pouvoir développer la distance de transfert de charge, la quantité de transfert de charge et le moment dipolaire de transfert de charge, en arrêtant d'imaginer les orbitales, mais en regardant les densités électroniques. C'est-à-dire que, ok, il a écrit l'électron qui part comme une combinaison linéaire d'orbitales de départ et une combinaison linéaire d'orbitales qui finit. Et bien nous, on va lui demander de nous dessiner directement la densité électronique. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on veut voir, tiens, la densité de départ, la densité d'arrivée, et on fait la différence entre les deux. Ça veut dire que là où la différence de densité elle est positive, c'est que l'état excité a gagné des électrons.
là où la différence de densité électronique a perdu, eh ben, c'est là où il y avait le trou. Et quand c'est commun, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de changement de densité, eh ben ça, on ne le voit plus. À quoi ça nous intéresse? Ça nous permet de voir, 1, les séparations de charges, 2, on va pouvoir reconnaître la nature chimique de la transition en une seule image. Donc, au lieu d'avoir ça, ça et ça, ce que l'on va faire, c'est qu'on va faire 34% de la homo-1 au carré, 40% de la homo au carré, 12% de la homo au carré, je fais la somme de tout ça, c'est ma densité électronique de mon trou. C'est-à-dire de là où il était au départ. Puis, on va comparer avec l'humo au carré, 34%, l'humo plus 2 au carré, 40%, ou 12% de l'humo plus 7. Je fais la somme de tout ça, j'ai ma densité de mon électron excité. Si je fais la densité de l'électron excité moins la densité du trou, ça va me permettre de voir en une seule image les différences. Alors, on ne peut pas juste regarder la densité de l'électron excité. Parce que en fait, une densité, quand on prend la densité, enfin si on veut vraiment regarder toute la densité, elle englobe tout. Donc c'est pas très visible. Nous, on a besoin d'une image où on voit les différences, et celle-ci, ça correspond à un électron qui s'est déplacé à peu près. Donc là ici, nous on passe à la densité, on passe tout au carré. C'est-à-dire que là, on va faire ça au carré, donc il n'y a plus de signe. Et ça au carré, il n'y a plus de signe. Et on additionne tout ça, et vous voyez qu'il y aurait des lobes de partout. Et on va faire ça au carré, avec les bonnes proportions, et on fait cette partie-là, l'électron arrivé, moins cette partie-là, on va dessiner des différences de densité. Alors, les différences de densité, qu'est-ce qu'on va voir? On voit là ici par exemple, alors ça c'est ma convention, les lobes bleus pleins, c'est l'électron excité, et les zones grillagées, d'accord, les mèches, les grids, c'est le trou. Ici, on a une molécule qui s'appelle l'adénine. Qu'est-ce que l'on voit? On voit ici, il y a un azote, là il y a un doublet de l'azote qui s'est dépeuplé. Là il y a un autre doublet de l'azote qui s'est dépeuplé. Et là il y a un troisième doublet de l'azote qui s'est dépeuplé. Donc là on a 3 doublets de l'azote qui ont perdu de la densité électronique. Il y a une partie du système sigma qui a perdu de la densité électronique. C'est-à-dire que là ici, la liaison sigma s'est affaiblie. Et on a gagné de la densité électronique, où ça, ici sur ce carbone-là, ici sur ce carbone-là, ici sur ce carbone-là. C'est comme si donc en fait on a une forme limite où on perd des électrons et on va les mettre ici, on va les charger sur le système pi, parce que là clairement on voit que c'est une version pi. C'est plus un doublet en version sigma, c'est un électron pi qui est arrivé là. Donc c'est comme si dans les formes limites, on traçait un deuxième trait ici avec une charge moins. Alors il n'y a pas une charge moins là, une charge moins là et une charge moins là. Il y a une charge négative qui se répartit, mais à la fin, il n'y a qu'un seul électron excité. Hein. Quand on travaille comme ça, avec des différences de densité électronique, on peut calculer et voir les barycentres des charges. C'est-à-dire qu'on fait le barycentre des zones bleues, c'est le barycentre de notre électron excité. On sent que le barycentre se place ici. Sur la partie grille, quand on fait le barycentre de la grille, l'électron, au départ, il était là. La différence entre les deux, d'accord, c'est une différence de transfert de charge. On est capable de calculer la quantité d'électrons qu'il y a là-dedans. Ça ne fait pas 1 tout le temps, parce qu'il y a des zones où l'électron il n'a pas bougé. C'est-à-dire qu'en fait, il est passé à un niveau excité, mais il y a toujours autant de lobes dans cet atome avant et après. Donc par exemple, là ici, on ne voit rien, mais peut-être que cet atome-là, il sert de pont, mais il ne change pas de quantité de densité électronique. Donc là, ici, avec QCT, quand on fait la somme de la quantité d'électrons qu'il y a là, c'est vraiment un chiffre entre 0 et 1 qui nous permet de savoir quelle est la quantité d'électrons qui s'est déplacée. Et à partir de là, on peut calculer un moment dipolaire de transfert de charge. Donc ça, c'est un outil qui est pratique. Alors ce qui se passe, c'est qu'il n'est pas, tu ne l'as pas directement sur GaussView.
à Nantes, ils ont un script qui fait ça, mais je crois qu'elle l'a prévu. Elle se dit que c'est pas possible. Elle aura pas le temps avec vous d'y arriver. Moi, j'ai un script en automatique qui le fait. Donc, quoi qu'il arrive, l'année prochaine, vous allez manipuler des différences de transfert de charge. Et ça va être fondamental quand on va discuter sur les états triplés. C'est-à-dire que pour essayer d'expliquer la nature des transitions triplées ou pas, et le passage entre un état singulier et un état triplé, on ira discuter des différences de transfert de charge, de densité électronique, pour se dire, tiens, ça a la même tête, ça veut dire que l'électron excité il reste au même endroit, d'où c'est plus logique qu'il puisse changer de signe. C'est-à-dire que si notre état triplé il n'est pas du tout au même endroit que l'état singulier qui est à côté de lui, il ne pourra pas passer de l'un à l'autre. Non seulement ça voudrait dire qu'il change de spin, mais en plus qu'il se déplace. Et ça demandera beaucoup plus d'énergie que de vibrer de l'un à l'autre. Donc l'année prochaine, on pourra travailler avec ce genre d'outils pour essayer de réellement refaire le cheminement dans le diagramme de Jablonski sur les passages intersystèmes, etc. Notamment, on pourra travailler sur des cas d'OLED et de l'émission. Et normalement, on sera plus confiné et vous aurez accès aux machines directement pour pouvoir faire les calculs. Et donc au script pour fabriquer les images. Je vous montre 2-3 exemples. Et après, je vous montre la fameuse transition qui était à combinaison linéaire de 3 transitions, on va dire, pour faire une seule excitation. Donc ici, on a un système, celui que je vous ai montré, c'est le TTF, avec ici des S-méthyl et une triazine. Le triazine, c'est un cycle à 6 où il n'y a pas 6 carbones, mais il y a 3 azotes. La tétrazine, par exemple, il y a 4 azotes. Ce sont des systèmes qui sont utilisés notamment sur tout ce qui est émission. C'est souvent fluorescent. Là, c'est une version chlorée, d'accord, elle est halogénée, ce qui n'est pas très bon pour les propriétés d'émission, mais ça nous permet après de se dire, à partir de là, je peux faire des substitutions, et on va substituer le chlore par un autre système pi pour essayer d'imaginer un peu comment ça peut se passer. D'où l'intérêt ici d'avoir une bande à transfert de charge qui pourrait nous dire est-ce que j'ai suffisamment de lobes, est-ce que mon électron excité, il arrive jusque les carbones qui sont là pour qu'il y ait une communication après. On sait que la HOMO, là dans ce système-là, c'est sur le TTF et la triazine n'intervient pas du tout, ou en tout cas de façon minoritaire. Sur la LUMO, la triazine, elle, est plutôt acceptrice, donc je terminerai par ça aujourd'hui sur les effets justement de substitution pour vous aider après dans votre discours et dans votre étude de projet. Et là, on voit que le pont, en fait, c'est cette partie-là. C'est-à-dire que la zone vraiment commune, c'est la fin du TTF qui touche la triazine. Et quand on regarde, en fait, la première bande, la bande de transfert de charge, finalement, c'est une HOMO-LUMO. Mais même pour une bande où on n'aurait eu besoin que d'une seule orbitale, une paire d'orbitales, finalement, l'image de l'EDD, donc c'est Electronic Density Difference, elle est pratique. On voit là du grillagé ici, ça veut dire en gros j'ai perdu là, j'ai gagné là. Et on voit clairement que d'ailleurs ici il y a une partie grillagée qui est là, c'est-à-dire que cette liaison pi elle a perdu et que la densité électronique elle vient de là pour aller là. Et avec les indicateurs qui sont calculés, on a un recouvrement de 44%. Donc on attend des performances qui sont pas trop mal, mais vous voyez il y a un décalage quand même. Et on a un moment dipolaire non négligeable de 22 bails. Alors c'est pas un vrai moment dipolaire, c'est juste au passage de l'état fondamental à l'état excité se crée un moment dipolaire. Et 80% de l'électron se retrouve en fait déplacé. Donc c'est plutôt assez fort sur 5 angstroms. C'est vraiment pas mal. Surtout, ce qui est intéressant, c'est que là, on voit que l'électron excité, il y a des coefficients sur ces carbones, donc ça vaut le coup d'imaginer des substitutions pour pouvoir imaginer rajouter des choses, mais peut-être pas trop long non plus, parce que après, si tu vas trop loin, ton recouvrement va s'effondrer. Voilà, après, ça dépend de ce que tu veux faire. Dans un système encore plus large, on avait avec Narcisse à Varvary, il y a toute une partie de la chimie des hélicènes, donc c'est des polyaromatiques conjugués qui forment des hélices, et on a mis un TTF là-dessus. Enfin, dans le groupe,
Certains ont mis, moi ça fait un moment et j'ai jamais touché la synthèse de ce genre de choses. Et en fait, là, le TTF, il est toujours le donneur. La LUMO, elle est sur l'hélicène. On voit que là, le pont, il est juste sur ces deux atomes-là. Là, il y a des tout petits coefs. Alors, il y a des effets de seuil aussi, hein. C'est-à-dire que moi, là, j'ai demandé une valeur de l'orbital qui est assez concentrée. En réalité, il y a un petit peu de coefficient là et là, d'où faut se méfier quand on regarde des orbitales. Soit tu mets une valeur de ce qu'on appelle un cutoff, c'est-à-dire qu'en fait, tu mets des gros coefs pour voir un maximum de ta fonction d'onde. Mais dans ce cas-là, des fois, après, tu as des coefs partout. Donc, le mieux, moi, ce que j'aime bien, c'est de regarder vraiment le taux de recouvrement. Et là, on est à 30%. Et 30%, ben, on est juste à la limite. Mais voilà, c'était pas non plus 10 ou 20%. Ce qui fait que la bande qui est là, avec un bon degré de confiance, on peut dire que c'est bien celle-ci. Que là, ici, ces deux trucs-là, c'est bien ces trucs-là. Que celle-ci, c'est celle-ci. Ce spectre-là, il a l'air d'être vraiment pas mal. Et on regarde encore le transfert de charge et on voit que ça va même jusqu'au bout de l'hélicène. Et quand on a une transition électronique qui suit en fait une forme de chiralité, parce que là il y a une chiralité en forme d'hélicité, on a des propriétés optiques qui s'appellent le dichroïsme circulaire. C'est-à-dire que entre ton hélicène plus et moins, si on a les deux versions, ils vont pas avoir la même interaction avec la lumière polarisée. Donc la lumière polarisée, c'est une lumière qui est entre guillemets chirale, c'est-à-dire que au lieu d'avoir la lumière, en fait, elle a une forme d'hélicité, si vous voulez. Entre quand elle est, si vous imaginez cette onde, en fait, elle tourne et elle tourne soit à gauche, soit à droite. Donc la lumière naturelle, elle tourne des deux côtés. Enfin, en tout cas, il y a les deux. Mais par contre, tu peux avoir, tout simplement, si tu réfléchis la lumière sur une surface, un type miroir, la lumière qui revient, elle est polarisée. Il y a une des deux hélicités qui prédomine. Et d'où, en fait, vous prenez des lunettes, par exemple, de soleil polarisées, parce qu'elles vont filtrer la lumière polarisée, et ça évite les réflexions, ou en tout cas, ça limite par exemple, la lumière qui brille les yeux quand elle se réfléchit sur des flaques d'eau, des trucs comme ça. Et ben, nous, ce que l'on veut faire, c'est que quand on a un composé chiral, il peut absorber justement de façon différente la lumière polarisée, et ça nous permet de faire des filtres à lumière polarisée, etc. Le système dont on avait parlé, qui avait une transition complexe, c'était un dérivé de TTF. Donc là, on a le TTF au centre, et on a ici un système avec des méthyles à l'extérieur. Donc là, en fait, on a des carbones chiro. Et l'intérêt, c'était de se dire, est-ce que là, la chiralité alkyle se voit dans le spectre? Donc, par exemple, ici, pour la première bande, là, enfin la bande intense, quand on regarde un peu l'image, on voit naturellement en chimie, si on prend le temps un peu de la regarder, elle est vraiment, entre guillemets, c'est une image qui est pédagogique. C'est-à-dire que j'ai plus de facilité à discuter avec mes collègues de cette image-là comme ça, plutôt que de leur montrer une série d'orbitales. Là, je leur explique que la partie grise, c'est ce qui a été perdu. Que là, on voit que clairement, la double liaison ici et la double liaison ici, c'est fortement dépeuplé. Qu'ici aussi, et que la densité, plutôt qu'être au centre, elle est partie sur les différents noyaux, là, à côté. Donc on voit bien que là, on a une pi qui est partie vers une pi étoile. Que là, les doublés du soufre, qui sont conjugués au système pi, eux sont partis sur la partie des doublés qui sont sigma, qui ne sont plus dans le système pi. Donc on voit une forte réorganisation électronique, où on a des pi vers pi étoile, et des doublés non liants vers sigma. C'est-à-dire que clairement, là, il y a une perte de densité électronique sur le système pi. Soit il est parti dans des pi étoiles, soit il est parti dans des doublés non liants qui sont plutôt sigma, et on voit un petit caractère ici sur les bords. Donc là, par exemple, on voit rien du tout sur ce carbone-là et ce carbone-là et ce carbone-là, d'où cette bande-là, en termes de chiralité, elle ne doit pas avoir un impact aussi fort qu'elle l'a en absorbance.
Il est possible au passage de corréler le pouvoir en dichroïsme circulaire. En fait, dans l'article, c'était aussi ça. On montrait que cette bande était intense en dichroïsme circulaire, alors qu'elle ne l'est pas en absorbance, parce qu'elle implique les carbones qui sont là. Et dans ce cas-là, la densité électronique, elle va avoir un effet, et elle est liée au site chiral. Et c'est finalement, en dichroïsme circulaire, le plus important. Nous allons terminer sur la partie des densités électroniques en regardant un système que on a fait aussi dans le groupe avec Narcisse. Et on a ici un système, c'est joli, et ça vous permet aussi de faire le lien avec la théorie des groupes. Vous avez ici un système qui a une symétrie. Donc là, d'accord, il y a un centre d'inversion. Là, il n'y a pas de centre d'inversion. Il y a un plan miroir. Donc là, on est deux groupes ponctuels. Sachant que moi, j'ai pas fait les calculs en forçant les groupes ponctuels. J'ai juste fait les calculs comme ça. Mais c'est-à-dire que même si on n'a pas une symétrie parfaite, on est quand même, il y aura quand même cet effet-là que l'on va retrouver dans la partie recouvrement et la partie des moments dipolaires. Quand on regarde ici les données expérimentales, donc là c'est marqué expérimental dashed, ça veut dire en fait les pointillés. Le rouge expérimental a une bande qui est clairement différente, ou en tout cas il y a une bande en plus qu'il n'y a pas dans la version para. C'est-à-dire que le méta, d'accord, donc là ici celui-ci, il a une bande entre 600 et 700 que n'a pas cette molécule-là. Quand je fais les calculs, vous voyez qu'il y a un décalage. Wow, mon Dieu, il y a un décalage de presque, combien là, 100 nanomètres. Oui. Alors que là, il n'y a pas de décalage de 100 nanomètres. Il y a même presque plus de décalage où c'est 10 nanomètres. Attention. Le problème, c'est que 100 nanomètres entre 550 et 650 nanomètres, c'est pas beaucoup d'énergie. C'est-à-dire que si on fait la conversion, si on va dire nanomètre électron-volt, hop, est-ce que celui-ci nous donne un calcul en direct? Oui. Alors, on va dire que on était à 550 nanomètres. 550 nanomètres, ça fait 2,25 électron-volts. En fait, je voulais 650 nanomètres, ça me fait 1,90. Donc on est à 0,35 de différence. 0,35 électron-volts, finalement, c'est à peu près correct. C'est pas génial, mais en fait, c'est dans une différence d'erreur qui est pas trop mal. Si je prends 300 nanomètres, on est déjà à 4 électron-volts. Et si je prends 350, on est à 3,5. Si je prends 330, on est à 3,75. On est à 0,25. C'est-à-dire que si vous faites une différence de 30 nanomètres de différence à 300 nanomètres, c'est autant que 100 nanomètres entre 600 et 700. Donc là ici, attention, quand vous comparez des spectres théoriques et expérimentaux, l'erreur en fait, comme elle est plutôt en énergie, l'erreur en nanomètres, elle est inversement proportionnelle. C'est-à-dire on attend une erreur qui est de plus en plus grande en fonction que les nanomètres augmentent. Parce que ça correspond en fait des différences d'énergie de plus en plus petites. D'où, si vous pouvez regarder, où est-ce que c'est? Là. Là, quand moi je fais la figure, j'ai tendance à utiliser des centimètres-1, comme en fait en spectroscopie, parce que là, l'erreur, elle est linéaire en énergie. C'est-à-dire que si on voit un décalage de 500 nanomètres, ou 500 cm-1, on pourra le retrouver de façon proportionnelle sur l'ensemble du spectre. Alors, on a tellement l'habitude de le faire en nanomètres que ça m'arrive de le faire en nanomètres. Mais il faut que je fasse preuve un peu des fois de pédagogie pour essayer d'expliquer que l'erreur qui est là, elle est probablement aussi importante en électron-volt que là. Quoi qu'il en soit, l'idée c'était pas de reproduire exactement le spectre, c'était de comprendre pourquoi là il y a une bande en plus. Et on regarde les bandes calculées. On voit ici deux bandes là et qui est une seule grosse os là. Ici on a des gros paquets. Et surtout on voit là que la partie rouge a une bande en plus. On va pouvoir aller la regarder et essayer de comprendre pourquoi.
Cette bande, c'est la toute première. C'est le S1. Et quand on regarde la forme, on voit que la nature de la transition est la même. Nous allons perdre de la densité dans le système pi, c'est-à-dire que là, les thiophènes perdent de la densité, les doublesons qui sont là perdent de la densité, pour aller dans la pi étoile du CO, c'est-à-dire dans le carbonyle. Donc on a une pi vers pi étoile CO. Ce qu'il se passe, c'est que là, ici, le moment dipolaire, on voit que la partie négative du moment dipolaire, elle est plutôt centrée vers le bas. La partie positive, c'est-à-dire que l'électron excité est plutôt centré, d'où on a bien un moment dipolaire de transition. Et ici, qu'est-ce qui se passe? Comme on a un centre d'inversion, le barycentre du trou, il est au centre, le barycentre de l'électron excité est au centre, d'où le barycentre, enfin le moment dipolaire de transition pour cette configuration-là est nul. C'est-à-dire qu'en réalité, chimiquement, il se passe la même chose, physiquement, il devrait se passer la même chose, mais là, ça correspond à un moment dipolaire nul. Puisque cet électron, enfin cette partie d'électron qui irait là, par exemple, celui-ci qui irait là, ben ça s'annule, en fait, par symétrie. D'où la force de l'oscillateur est de 0. Et là, elle est de 6%. Et c'est suffisant pour voir la différence qu'elle a. Expérimentalement, une bande qui est calculée à 0, des fois, peut s'observer avec des petits epsilon. Là, ici, on a un epsilon qui est d'à peu près 5000 litres mol-1 cm-1. 5000, c'est beaucoup. Une bande qui est à 0, vous avez plutôt un epsilon de 100 ou 200. C'est tout. Hein. Vous n'allez pas dire un jour, ah ben non, ben là, en fait, moi, je le calcule en DO à 0, mais c'est peut-être ça, et en fait, expérimentalement, la bande, en epsilon, elle est intense. 10 000, etc. Non, ça, c'est pas possible. Mais une petite bande de quelques centaines en epsilon, c'est possible que la TO dise en fait non, cette bande elle n'existe pas. Au passage, ça a été publié. J'aurais dû réutiliser quand même. Hop là, je le referai. Voilà, donc là ici, bon alors c'était juste une image pour comparer la version gaussienne, d'accord, l'élargissement gaussien. C'est-à-dire que nous, le calcul, pour l'instant, vous avez des pics comme ça, plus ou moins intenses en fonction de la probabilité de la transition, et ça correspond à des gaussiennes plus ou moins intenses et larges. Ça, c'est l'élargissement, et si on compare avec ici, c'est quand même assez moche. Ah ben là, franchement, c'était pas terrible. Et ici, là, on voit que le rouge et le bleu correspondent pas trop mal. Faut pas être trop regardant sur la hauteur de bande. Par contre, le noir, qu'est-ce que c'est? Ben, les courbes en noir là sont des courbes à l'état solide. Et les bandes à l'état solide, les epsilon ne se calculent pas aussi facilement. Il faut en fait des sphères d'intégration, etc. Et il y a des effets de solide, etc. Donc attention, l'élargissement gaussien, ça marche plutôt pas trop mal pour des expériences en solution. Si vous avez que des données à l'état solide, il ne faut pas vous attendre à réellement pouvoir représenter même les hauteurs, parce que là, par exemple, il n'y a pas, faut se méfier sur les hauteurs. Et on ne peut pas dire que, voilà, il n'y a pas vraiment de ligne de base, des fois c'est pas facile, etc. Donc les hauteurs, il faut s'en méfier à l'état solide. Ce que tu dis, c'est que là, il y a quelque chose, là, il y a quelque chose, et là, il y a quelque chose. C'est à peu près tout. Mais parfois, si c'est totalement insoluble, tu ne peux pas faire ton absorbance à l'état soluble. Et puis quand tu étudies des matériaux, ben, ça n'a pas de sens de comparer avec des matériaux. Donc, un électron, en théorie, qui s'excite, dans les cas un peu complexes, pour pouvoir voir un peu ce qui se passe, passer par une vision en différence de densité, ça vous permet de voir le trou, l'électron excité, ça vous permet de calculer la quantité de transfert de charge, le moment dipolaire, ça vous permet aussi de voir des effets de symétrie. C'est un outil en termes de pédagogie et d'utilisation vraiment pas mal. Ça se démocratise, c'est-à-dire qu'avant il n'y avait pas énormément de groupes qui le faisaient, maintenant on commence à le voir de plus en plus.
avec ça en tête, on pourrait essayer de discuter d'effets de solvant. Alors, attendez, voilà. Qu'est-ce que c'est pour vous des effets de solvant? Donc vous pouvez soit activer le micro, soit écrire en chat. Peut-être un échange de protons avec le solvant Alors, qui va augmenter, soit diminuer la transfert de charge, soit l'augmenter et du coup avoir un effet sur le spectre. ok. Quoi d'autre? Ça peut avoir des effets sur la homo et la lumo, la baissée ou la montée. Ok. Quoi d'autre? Alors, il y a là vous avez alors la première remarque, elle est très spécifique et très associée à ce que vous avez pu faire au début. De manière générale, quand on veut comprendre ce qui se passe avec un solvant, vous devez avoir en tête la règle de sélection, c'est-à-dire la création d'un moment dipolaire et un recouvrement entre les deux. Donc, tel que ça a été dit par votre camarade deuxièmement, les niveaux orbitalaires peuvent changer. Mais ça, on peut directement aussi le comprendre rien que pendant la transition. C'est-à-dire que quand il y a une transition électronique, on va créer un trou et un électron excité, et on a des solvants qui vont stabiliser, par exemple, les moments dipolaires. Donc on a un solvant polaire qui a une constante diélectrique importante, c'est-à-dire en fait on a un solvant dont la densité électronique en plus est plutôt réactive, et ils vont s'adapter à la densité électronique qui change. Et ils peuvent même la polariser ou la stabiliser, etc. Donc déjà d'une part, si on parle d'une transition électronique, on peut imaginer que rien que la transition en elle-même peut être stabilisée dans certains solvants. Mais de façon un peu plus fondamentale, si on imagine que le moment dipolaire il a changé, ça veut dire qu'à un moment donné, entre l'état fondamental et l'état final, il y en a un qui est plus polaire que l'autre. Si le moment dipolaire diminue et qu'on est en solvant polaire, l'état fondamental était plus stabilisé que l'état excité. Donc effectivement, vous allez voir qu'en termes d'énergie, il y a des solvants qui vont stabiliser certains états. Alors que si on a un moment dipolaire qui ne change pas beaucoup, ou alors si on a un solvant dont la densité électronique ne s'adapte pas beaucoup au moment dipolaire, il peut y avoir même quelque chose qui va empêcher ou limiter ou qui n'aura aucun effet sur l'énergie. Ça, c'est cet deuxième effet, hein, c'est-à-dire l'effet en énergie sur les orbitales, sur la transition, c'est plus dû à la polarité du solvant et sa polarisabilité, c'est-à-dire que non seulement il peut être polaire ou pas, mais il peut être aussi mou, ou en tout cas polarisable. Donc il a une densité électronique autour de lui, et notamment la couche de densité électronique autour de la molécule, qui sera très réactive ou pas. Et ça aura aussi un certain impact. Donc là, ici, on va avoir tous les effets, donc bathochrome et hypsochrome, etc. Tu peux avoir donc effectivement aussi en hauteur, en intensité, parce qu'il peut essayer de stabiliser un effet de transfert de charge ou pousser le transfert de charge plus loin parce qu'il va favoriser en fait un état de charge séparée. Et ça veut dire qu'il va accepter que ça aille plus loin, que le moment dipolaire soit plus grand, et donc ça va impacter l'énergie, mais aussi la forme de la bande. Puis,
il peut se passer des choses vraiment spécifiques. Donc là, on a parlé d'un échange de protons, mais il n'y a pas que ça. Dans la molécule que l'on a étudiée juste avant, il y avait un carbonyle qui gagne de la densité électronique. Si jamais il était en train de faire des liaisons hydrogènes, cet excès de densité électronique, il risque de le renvoyer vers l'hydrogène. Donc, explicitement, certaines molécules peuvent interagir via des interactions intermoléculaires qui ne sont pas juste une densité électronique qui va s'adapter. Ça va être vraiment une interaction semi-forte, on va dire, pas une liaison chimique, mais plutôt du p-stacking, de la liaison halogène, de la liaison hydrogène, où il y a vraiment un recouvrement entre les fonctions d'onde, et il y a une partie de transfert électronique jusque là-bas. Le problème de ces interactions, c'est que pour que le calcul en tienne compte, il faut explicitement mettre la molécule de solvant. Quand vous faites du solvant en théorie, on peut considérer un champ diélectrique, en fait des charges, et on peut imaginer une certaine polarisabilité. Ça c'est déjà codé, ça se passe plutôt pas mal. Tu peux même en TDD-FT considérer le temps de réponse du solvant. C'est-à-dire tu peux lui calculer une excitation verticale avec un solvant qui s'adapte ou qui ne s'adapte pas. C'est-à-dire qu'en fait, on imagine que la transition elle est plus rapide que l'adaptation du solvant, et donc dans ce cas-là, ça va changer les hauteurs de bande et un peu les intensités et les longueurs d'onde. Et en fait, tu peux lui dire de faire ça. Ou tu peux lui dire, ben non, je sais que ce solvant-là, dans telle réaction, il va s'adapter, et donc voilà, tu as cette subtilité-là. Et si tu veux lui dire, ah oui, mais moi je voudrais en plus qu'il me fasse des liaisons hydrogènes, là le calcul il va dire, où, qui, comment. Il faut que tu lui mettes dans l'input, dans les atomes, il faut que tu lui dises, ben, je te rajoute une molécule d'eau, 2 molécules d'eau, 3 molécules d'eau. Pareil donc, quand on a un échange de protons. Alors pour l'échange de protons, ça vous est évident, puisque y a un proton qui va venir chimiquement se raccrocher à ton espèce de départ. Mais quand on fait ça, attention, il vous faut des fonctionnels, des jeux de fonctions de base qui prennent en compte un maximum les interactions à longue distance. Donc, à ce niveau-là, si ta molécule d'eau, par exemple, tu la mets à 4 angstroms, eh ben, lui, en mécanique quantique, il va considérer que les densités, elles coupent avant, et c'est pas parce que tu lui as mis une molécule d'eau qu'il va considérer une interaction. Il va dire, ok, il y a une molécule d'eau là, mais pour moi, les fonctions d'onde ne se touchent pas, parce que mathématiquement, tes jeux de fonctions de base ne se touchent pas. Donc quand on fait des systèmes avec des interactions intermoléculaires, je vous conseille de demander conseil à quelqu'un qui s'y connaît ou qui a déjà fait ça, afin de vérifier le niveau de fonctionnel, le jeu de fonctions de base, ou alors vous basez sur des résultats de la littérature, c'est-à-dire en fait de la bibliographie, où vous savez que des personnes ils ont déjà utilisé pour un composé similaire telle stratégie de calcul avec telle méthode, et que a priori ça a donné des résultats satisfaisants, donc voilà, vous avez au moins de quoi argumenter là-dessus. Donc là ici, si vous avez bien compris un peu comment ça se passe une transition, hein, vous êtes capable maintenant d'imaginer les interactions avec des solvants, et ça va être toujours très spécifique. À chaque cas, en fait, il peut se passer un peu des choses. Je peux pas, en tout cas, c'est faux de faire des généralités en disant, ben voilà, quand tu passes un solvant polaire, tu as un effet bateau-chrome. Non. Ça dépendrait de la polarisabilité, ça dépend du type de transition, ça dépend justement si c'est une pipi étoile avec transfert de charge ou pas, etc. Il nous reste 3 diapos sur la partie des substituants. Sur la partie des substituants, c'est-à-dire en gros plutôt les effets oxochrome sur ce que l'on peut imaginer.
je suis allé rechercher des diapositives de l'année dernière pour ceux qui ont fait le cours de chimie théorique avec moi, et je les ai colorées pour la partie Lumomat. Et en fait, c'est parce que ceux qui ont fait Lumomat Nantes, donc sauf cette année, mais historiquement, ils étaient prédominants. Et donc là, je reparlais un petit peu de Markovnikov. Juste parce que c'était pour moi une façon simple de comprendre l'effet d'une substitution sur de la réactivité, mais aussi potentiellement sur des propriétés d'absorbance. Donc Markovnikov, c'est tu as un système pi, tu lui mets un substituant, et en fait, quand tu vas faire de l'halogénation de ton alcène, ah tiens, c'est bizarre, le brome, il va sur le plus substitué. Alors, au passage, Markovnikov, il n'y a rien de magique. C'est qu'en réalité, le premier atome qui s'insère, c'est l'hydrogène, et c'est lui qui va s'insérer sur la HOMO en fait, de ton système pi, et il va là où il y a le recouvrant le plus fort, et ici, il s'agit de ce carbone-là. D'où il prend la place qui est là, et il ne reste plus qu'un carbone où il y manque une patte, et le brome, il y va. Point. Qu'il soit substitué ou pas. Sauf si la substitution est extrêmement grosse, et dans ce cas-là, stériquement, il est embêté. Mais en règle générale, pour ce genre de petit système, ça ne change pas grand-chose. Ce qui est intéressant à comprendre, c'est pourquoi ici, lui, il a un rôle, parce que électroniquement, il se passe quelque chose. L'hydrogène, il va préférentiellement ici, parce que le recouvrement est meilleur, parce que en fait, le système pi a changé. Donc, on a entre la doublaison simple, où on a la pi des deux carbones et la pi étoile, on va avoir une interaction en fait avec le CH3, et ça va changer juste ce diagramme-là. Donc, quand on prend en fait pi étoile, donc là c'est l'éthène tout seul, et il est totalement symétrique, on va le faire interagir en fait avec les liaisons CH, dont la symétrie représente en fait une orbitale de type pi. Alors l'interaction n'est pas bonne, le recouvrant n'est pas très fort, mais c'est suffisant pour imaginer des interactions. Et on a donc ici une pi étoile, et en fait une orbitale en fait qui vient du CH3, et il va venir changer et faire des combinaisons. C'est-à-dire qu'il va venir participer dans ces orbitales-là, et on va avoir 3 combinaisons. Alors, celle la plus stable, ça va être principalement celle-ci, mais on va retrouver un petit peu de CH3 là, et probablement très très peu ici. Dans la HOMO, en fait, on a donc quelque chose ici, là, par exemple, qui serait HOMO-1, qui serait totalement liant. Enfin, c'est peut-être même pas la HOMO-1, c'est peut-être plus bas. Mais ici, en fait, la HOMO, on va se retrouver avec quelque chose qui est anti-liant entre ce qui est là et là. C'est d'ailleurs, en fait, le CH3, c'est plutôt un donneur M que des effets I, au passage. Théoriquement. Quand on regarde le calcul, on voit que là, on a la HOMO, la LUMO, et dans la HOMO, on voit bien la participation du CH3, il apparaît là, et la dissymétrisation d'ici. C'est-à-dire que là, le coef est plus gros que là maintenant. Donc quand H+ arrive, il aura tendance à aller plus là que là. Pour la LUMO, on aurait pareil, ce gros lobe là, plutôt que celui-ci. Mais là, c'est pas cette orbitale là qui réagit. Donc visuellement, on voit qu'il y a un changement dans l'orbitale. Donc quand vous allez présenter vos effets de substituant, discutez de l'impact du substituant dans l'orbitale frontalière. Donc si par exemple vous avez pris un substituant et qu'il apparaît dans la HOMO ou la LUMO, vous pourrez montrer les orbitales. Mais vous pouvez aussi regarder en énergie. Ici en électronvolts, la HO, la HOMO, elle monte de moins 7,93 à moins 7,39. La LUMO aussi monte de moins 0,02 à plus 0,29. Ici, quand on a mis le CH3, la HO, elle est montée. Donc, je remonte ici. Vous voyez que là, on a une combinaison en fait entre lui et lui en antiliant, et donc ce niveau-là, en fait, il monte.
Ça, c'était la HO. Maintenant, ça, c'est la nouvelle HO. Elle a monté en énergie. Elle est montée en énergie parce que maintenant, il y a de l'antiliant là. Ça, c'est moins stable qu'avant. Ça, c'est plus stable parce qu'il n'y a pas du tout d'antiliant nulle part. Et là, maintenant, il y a une petite interaction antiliante, ce qu'on appelle de l'hyperconjugaison. Et ça crée un petit peu de déstabilisation, donc ça monte. Là aussi, il y a encore un peu de déstabilisation, donc elle monte aussi. De manière générale, quand on met un donneur sur un système pi, donc là D pour donneur, tu dois voir la HO qui monte. Ta molécule devient encore plus donneur qu'avant. Et la LUMO devrait monter un petit peu. Elle est encore moins accepteur qu'avant. Quand tu mets un accepteur, il peut y avoir en fait deux cas. C'est pareil d'ailleurs pour les donneurs au passage. Mais soit la LUMO à la fin, donc là c'est la combinaison entre l'accepteur et ton système pi, soit la LUMO à la fin, ça reste le système pi, mais il est plus accepteur qu'avant. Soit là, et puis au passage, il est moins donneur qu'avant. C'est-à-dire que là, avant, on avait l'ancienne orbitale frontalière, HO-BV, et on voit que la BV diminue et la HO diminue. Il doit y avoir une interaction entre A et la BV pour faire ça. Soit ils s'intercalent, mais quoi qu'il arrive, maintenant, c'est même pas l'orbital de l'accepteur tout seul, il va y avoir une interaction, et elle est plus basse, donc il est encore plus accepteur. Et moins donneur. Tu mets un donneur, la molécule devient plus donneur, moins accepteur. Tu mets un accepteur, elle devient plus acceptrice, moins donneur. Si tu mets un donneur et un accepteur, eh ben normalement tu fermes ton gap, puisque d'une partie il est plus donneur et de l'autre partie plus accepteur, donc les deux niveaux se resserrent. Et des fois tu peux avoir, voilà, en fonction de l'interface entre les deux, des effets antagonistes, etc. Prenons un exemple simple. Et ce sont les deux dernières diapositives. Un benzène. Tout bête. Si je prends le benzène, je calcule. Alors attention, très important, et là c'est pas spécifié, là c'est pas bien. Je vais me l'indiquer parce que là c'est vraiment moche. Hop, j'en profite d'être connecté. Il manque les données de calcul. Parce que il faut absolument, quand on fait ce genre de choses, vérifier que quand on compare des énergies, il faut vérifier que le niveau de théorie, d'accord, soit le même. Sinon, on dit des bêtises. C'est-à-dire qu'il faut que hop là. On va mettre le slash comme dans vos... Voilà. Hop là. Donc ici, on a une PBE1 PBE, c'est-à-dire la PBE0, c'est une hybride de type B3-LIP. On a une 6-31 plus G étoile étoile, ce qui, en passage, est suffisant pour ce genre de petites choses. Et c'est la même fonctionnelle et jeu de base sur l'ensemble des trois molécules. Donc je peux comparer les évolutions en énergie. Si vous changez les bases, si vous changez les fonctionnels, vous allez voir des sauts en énergie qui ne sont pas cohérents. Vous allez être perdu vous-même. Donc, la HOMO, dans le benzène, elle est dégénérée, mais le niveau, en fait, est de moins 7,33 électronvolts. La LUMO, moins 0,26. Quand je regarde ici, la benzophénone, vous avez ici moins 7,47, moins 2,14. On remarque que la HOMO baisse un petit peu, mais que surtout, la LUMO baisse beaucoup. Et en fait, on a mis un carbonyle. Le carbonyle, c'est une fonction acceptrice. Elle attire la densité électronique au niveau de ce carbone notamment. Donc là ici, quand on met un carbonyle, c'est comme si on avait mis une fonction acceptrice entre les deux benzènes et on voit que ça a un effet important, d'accord, sur la LUMO. Et ça a un petit effet sur la HOMO. Le phénol, donc là cette fois-ci on a un OH, donc on a un doublet non liant, donneur pi. Donc normalement on doit voir quelque chose plutôt sur la HOMO. Et effectivement on voit que la LUMO baisse, mais de pas beaucoup. D'accord. Donc là on s'attendait d'ailleurs au passage qu'il soit un petit peu moins accepteur, et en fait là il n'y a presque rien comme effet en termes d'accepteur.
0,03 électronvolts, c'est pas ultra significatif. Par contre, là, on passe de moins 7,33 à 6,53. La LUMO, elle est plus haute. Donc ici, j'ai mis un accepteur. Effectivement, la HO monte. J'ai mis... bravo. J'ai mis une fonction, un donneur pi. Et ben, on a la HO qui monte. J'ai mis un accepteur, la LUMO baisse. Vous allez étudier des effets de substitution. À un moment donné, vous devez pouvoir faire ce genre de corrélation. Et vous pouvez regarder les images. Donc c'est ça où j'ai pas l'image pour la phénol, ce sera pour une prochaine fois. Mais ce que l'on voit, c'est que là, ici, vous avez 2 HOMO type benzène avec un peu d'oxygène, mais il n'y a pas d'interaction. D'où cette orbitale-là, elle a légèrement changé en énergie rien que par un effet électrostatique, mais en soi, c'est principalement du benzène. Alors que la LUMO, elle, est radicalement différente. On a ici, en fait, quelque chose qui ressemble un peu à une non-liante, un peu anti-liante, ici, là, pour le benzène, mais on a un caractère très marqué sur le groupement de l'accepteur. Et ça, c'est significatif. On voit que là, il y a beaucoup d'accepteurs, donc on s'attend à un changement important en termes de réactivité et d'énergie. Cette orbitale-là, elle est bien plus acceptrice et plus basse en énergie que celle du benzène. Ça confirme ce que l'on attend. D'où, si on imagine le phénol, on attend ici une LUMO du phénol qui est la même chose que le benzène, c'est-à-dire en gros, dans le benzène, on a pi étoile là, rien là, par exemple. Et là, il y aurait peut-être un petit truc ici, mais c'est tout. Par contre, là, ici, dans la HOMO, on attend... Alors, la HOMO, c'est si c'est la même chose que celle-ci, par exemple. Vous voyez, vous avez quelque chose qui est normalement... soit ces 2 triangles, enfin, un peu comme ça, mais 2 triangles là. Et bien là, il y aurait, par exemple, le phénol, là, qui donne en pi étoile. Vous avez le doublé de l'oxygène en pi étoile avec celui-ci. Et on voit ici qu'il y aurait une interaction anti-liante forte qui fait monter l'orbitale. Vous avez largement le niveau pour discuter de ça à l'oral. C'était ma dernière diapo. Est-ce que vous avez des questions ? Non. Non, ça va. Ça va ? Ouais. Ok. Bon ben, j'arrête l'enregistrement. Je vais la mettre après sur YouTube ce soir.